Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce deuxième Nouvel Esprit Public en podcast. Merci aussi d'avoir été si nombreux à écouter le premier podcast de ce Nouvel Esprit Public. Nouvel Esprit Public que nous vous proposons avec le soutien de l'hebdomadaire Le 1 qui cette semaine consacre son numéro, puisque comme vous savez, il y a un seul sujet par numéro de cet hebdomadaire. Et le sujet de cette semaine, c'est Vivre avec le SMIC, avec des articles de Jean Viard et de Philippe Claudel, et le billet de Robert Solé qui manifeste à l'égard des patrons une pitié dont je crains qu'elle ne soit un peu feinte. Nous allons donc poursuivre notre Esprit Public en podcast, mais auparavant, je voudrais quand même vous signaler que, comme je l'ai annoncé la semaine dernière, vous pouvez vous abonner. Ça, l'abonnement est gratuit. Nous ne voulons pas que cette émission se transforme en un club réservé à quelques happy few. Vous pouvez vous abonner, vous êtes même invité à vous abonner, mais vous pouvez aussi nous soutenir financièrement. Et pour le faire, il suffit que vous vous branchiez sur le site de Ulule. Vous faites fr.ulule.com/Nouvel Esprit Public sans séparation, ulule.com/Nouvel Esprit Public sans séparation, et là vous saurez tout pour ce qui concerne le soutien que vous pouvez nous apporter. Nous allons donc essayer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous allons le faire avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Éric Leboucher, éditorialiste aux Échos et cofondateur de Slate.fr, et avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Nous commençons par nous intéresser à l'état de la droite républicaine. Vivement ébranlé par ses défaites aux élections présidentielles et législatives, le parti Les Républicains s'apprête à désigner son nouveau président lors d'un congrès les 10 et 17 décembre prochains. L'échec du candidat de la droite, François Fillon, battu au premier tour de l'élection présidentielle avec seulement 20,01% des suffrages exprimés, pèse lourd cet échec dans la recomposition du parti. Après une primaire vivement disputée marquée par l'élimination de Nicolas Sarkozy et d'Alain Juppé, il faut le rappeler, le candidat des Républicains semblait promis à la victoire au soir du 7 mai, mais les accusations d'emploi fictif pesant sur lui ont entraîné sa chute et le retour des divisions au sein du parti. Cet échec présidentiel a été suivi d'une défaite aux élections législatives de juin. Le groupe Les Républicains à l'Assemblée ne compte plus que 100 députés contre 193 lors de la précédente législature. Il est concurrencé au centre par un groupe Les Constructifs Républicains, UDI indépendant, mené par d'anciennes figures montantes de LR, notamment Franck Riester ou Thierry Solère. Ces divisions de la droite républicaine au Parlement font suite à la nomination d'Édouard Philippe, ancien soutien d'Alain Juppé au poste de Premier ministre. Emmanuel Macron a également nommé au gouvernement messieurs Le Maire et Darmanin, eux aussi issus de la droite républicaine. Et l'offensive du gouvernement sur des thèmes traditionnellement ancrés à droite, tels la réforme du travail, les baisses d'impôts et le sérieux budgétaire, entame par ailleurs l'espace politique dévolu au parti Les Républicains. Tandis que les anciens ténors du parti ont quitté le devant de la scène, de nouvelles personnalités tentent de s'affirmer, notamment dans la course à la présidence du parti. 6 candidats sont déjà alignés sur la ligne de départ. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, déjà ministre sous la présidence de Nicolas Sarkozy et qui avait assumé la présidence du parti par intérim entre août et novembre. Mais la ligne qu'il défend est considérée comme droitière et elle suscite de nouvelles divisions. Alain Juppé, qui a réuni ses proches à Bordeaux à la fin de l'été, a répété que la porosité avec le Front National constituait pour lui une ligne rouge. Après avoir un temps fait planer l'hypothèse d'une candidature personnelle, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a lancé son propre mouvement, baptisé Libre, ! Et au début de l'été, le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, avait déclaré que la droite républicaine était marquée, je cite, par une fracture terrible et qui reste ouverte. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange. Oui, c'est une histoire extraordinaire que celle de cette droite, que tout promettait à la victoire jusqu'à l'affaire, je dirais jusqu'aux primaires, car dès la sélection de François Fillon, on a bien mesuré qu'une partie de l'électorat acquis initialement à une candidature qui aurait été celle d'Alain Juppé était en réalité un peu gêné par un radicalisme
un conservatisme jugé excessif de la part de Fillon. Ensuite, on a eu le naufrage purement personnel, en apparence, de la candidature de François Fillon, qui a été considéré comme un candidat impossible. Mais ce qui est frappant, c'est que derrière ce naufrage personnel sont apparus des clivages extrêmement profonds et qui avaient été, en fait, jusqu'à présent masqués. Ces clivages sont lesquels ? C'est qu'il y a en réalité deux droites, deux grandes sensibilités, on pourrait dire trois si on reprenait la terminologie de René Raymond, mais on peut les ramener à deux grandes catégories. On a d'un côté une droite conservatrice, sur le plan des mœurs, attachée notamment à une interprétation assez rigoureuse de la morale chrétienne, autoritaire sur le plan institutionnel et politique, très favorable par exemple je ne dirais pas au tout répressif, mais enfin à une intensification importante des moyens donnés à la police et qui arbitre plutôt du côté de la police que de la justice quand on distribue ça. Et sur le plan international, souverainiste, allergique à l'Europe, et voire assez fortement xénophobe. On a ça d'un côté, et on a d'autre part une droite qui a été qualifiée par Raymond Barre, et cette définition vaut, elle est tirée en fait de Raymond Aron en réalité, libérale, sociale, européenne. Ces deux droites existaient. Pourquoi sont-elles apparues comme antagonistes au moment de l'élection présidentielle? Ça renvoie à une autre question. Pourquoi n'étaient-elles pas apparues comme antagonistes antérieurement? Et je crois que si elles n'étaient pas apparues antagonistes antérieurement, c'est parce que le Front National s'était lancé derrière Philippot dans une espèce de fuite en avant de caractère chevènementiste et pas droitière, qui faisait que cette droite dure ne se reconnaissait que très partiellement dans le Front National, qui en revanche picorait beaucoup d'électeurs du côté de la gauche, en maximisant, en refusant de s'associer au combat de sens commun, sur la morale, en mettant en avant l'euro, la lutte, la sortie de l'euro, qui était évidemment un défi pour les épargnants, et en insistant sur tout un contenu social, hausse du SMIC, augmentation des maintiens de prélèvements sociaux importants, qui heurtaient les artisans et les commerçants. Donc on avait une situation dans laquelle la droite aurait dû gagner. Parce que le clivage entre ces deux droites était en quelque sorte annihilé par le gauchisme et le maximalisme du Front National. L'affaire Fillon a annulé cette affaire et on a donc eu une réapparition des clivages très, très fortement, et ça a bénéficié à Emmanuel Macron parce que au bout du compte, les gens n'ont pas accepté que ça soit de se mettre sur une ligne aussi dure. Et alors que s'est-il passé par la suite ? Eh bien, par la suite, en réalité, on voit bien, comme vous l'avez souligné, en fait, qu'Emmanuel Macron est obligé, pas par choix idéologique, mais par nécessité gouvernementale, de faire des réformes qui regardent plutôt vers la droite. Si on veut relancer l'économie, il faut mettre en cause l'ISF, il faut remettre en cause tout un ensemble, une fiscalité abusive, abaisser l'impôt sur les sociétés, réduire et simplifier la taxation sur l'épargne. Toutes ces mesures sont nécessaires. Toutes ces mesures intéressent la droite et font horreur à la gauche. Également diminuer les fonds d'intervention. Donc on a une situation dans laquelle Macron occupe cette position. Et alors du coup, la droite est coincée, parce que d'un côté, elle ne peut pas se radicaliser, car si elle se radicalise, notamment sur le front de l'anti-euro, elle est morte, et elle voit son horizon, complètement pris par le gouvernement actuel. Du coup, il y a une espèce de voie étroite, mais que Wauquiez s'apprête à occuper avec talent, qui consiste à dire « je vais faire de l'anti-Europe, mais pas jusqu'au bout ».
certainement pas en mettant en cause l'euro qui a été fatal à Madame Le Pen. Je vais faire du sens commun, du conservatisme moral dans une certaine mesure, parce que là, Macron est très tourné vers le libéralisme culturel et j'ai quelque chose. Et au bout du compte, je vais faire exactement l'inverse de ce que pensait faire Madame Le Pen. Madame Le Pen pensait digérer la droite, ou surtout Marion Maréchal, c'était surtout le calcul de la nièce, comptait digérer la droite par l'extrême droite. Eh bien moi, je vais digérer l'extrême droite par la droite. Alors, je termine juste en disant que ça pose un problème d'organisation de la majorité actuelle, parce que pour faire échec à cela, il faut certainement que Emmanuel Macron structure ce segment de l'opinion publique à l'intérieur de la majorité. Or, jusqu'à présent, il y a une extrême prudence à organiser cette famille politique socio-libérale de façon autonome et indépendante d'En Marche. Donc, il y a un vide qui doit être comblé. Marc-Olivier Padis. Jean-Louis a bien remis en perspective par rapport à l'élection présidentielle. La question qui se pose à partir de là, me semble-t-il, c'est de savoir à quel stade de la recomposition on en est. La tentation des leaders de la droite, c'est de revenir très rapidement à un ordre de marche, évidemment, de pouvoir tenir son rôle d'opposition. Mais mon pari, personnellement, c'est je pense qu'on n'est qu'au début de la recomposition politique qui s'est ouverte avec l'élection présidentielle. D'ailleurs, aussi bien à gauche qu'à droite. Et pour des raisons, ce qui est amusant en un sens, des raisons opposées. C'est-à-dire que la crise de la gauche est liée à l'exercice du gouvernement, comme toujours, comme les historiens le savent. Le fait d'exercer le pouvoir plonge la gauche presque systématiquement dans une crise existentielle, et cette fois-ci, ça n'a pas manqué, c'est le cas. Tandis que la droite, c'est le fait de perdre les élections et de perdre le pouvoir qui provoque chez elle une crise existentielle. Et je pense que ça va durer relativement longtemps, parce qu'il y a dans le paysage qu'a décrit Jean-Louis des contraintes assez fortes, mais il y a certainement besoin d'une recomposition assez large. Alors, il me semble qu'il y a 4 points que les Républicains vont devoir traiter dans les mois, mais même les années qui viennent. Bon, le premier point, c'est presque le plus simple. Apparemment, ce n'est pas toujours le cas, mais cette fois-ci, ça l'est, c'est le leadership. C'est-à-dire qui va prendre la direction du parti. Là, apparemment, Laurent Wauquiez a pris de bonnes options, même si à la fois Valérie Pécresse et Xavier Bertrand se positionnent pour être non pas en opposition interne, mais enfin dans une position un peu différente, pas complètement ralliée. Bon, ça, c'est le premier point, le leadership. Deuxièmement, il y a la question de l'organisation du parti, la vie interne. Est-ce qu'il va y avoir des courants ou pas ? Et quelle est la vie militante organisée ? Comment remobiliser des militants pour un parti dont on sait aussi qu'il est en crise financière par ailleurs. Troisièmement, il y a la question du positionnement de ce parti dans la droite, donc dans un champ politique qui se recompose, avec les contraintes qu'a expliqué Jean-Louis par rapport à l'extrême droite, par rapport, disons aussi, à la stratégie du président Emmanuel Macron. Et puis le quatrième point, qui moi me semble le plus important, mais qui n'est pas, disons, pris en main de façon suffisamment sérieuse par les responsables politiques, c'est la question de l'expression de la société, c'est-à-dire les Républicains, ils expriment quoi ? Quel type de valeurs ? Quel type d'intérêt ? Quel type de mouvement de la société ? Et ça renvoie au problème de fond, en réalité, de ce qui justifie l'existence des partis. C'est-à-dire, en quoi est-ce qu'ils rendent la société plus lisible à elle-même ? En quoi est-ce qu'ils rendent visibles les conflits internes, les contradictions de la société ? Et là, la tentation de passer outre le travail idéologique, de réflexion de fond, risque d'aller très très vite, de pousser les responsables politiques à aller trop vite en la matière. François Bujon de l'Étang. Oui, je ne veux pas me lancer dans la sémantique, mais Marc-Olivier parle de recomposition. Moi, je dois dire que je vois davantage de décomposition que de recomposition. Et ça n'a d'ailleurs rien d'étonnant, puisque nous sommes au début d'une période qui est censée durer 5 ans, c'est un quinquennat, et que la recomposition est un phénomène
par essence, très progressif et très lent. Donc on en est encore à la phase de décomposition. Un second point sur lequel je voudrais ajouter un petit bémol peut-être à ce qu'a dit Marc-Olivier, c'est qu'il a tout à fait raison de dire que c'est la perte du pouvoir qui plonge la droite dans une crise existentielle, mais en réalité la perte du pouvoir elle date de 2012, elle ne date pas de 2017. Ce qui s'est passé en 2017, c'est pire que la perte du pouvoir, c'est la perte d'une occasion historique d'y revenir. Et c'est une défaite en rase campagne extraordinairement lourde, je pense. L'état des lieux, Philippe, vous l'avez fait dans votre introduction, mais il est terriblement négatif. Au fond, la droite a vu son candidat défait dès le premier tour, ce qui ne s'était jamais produit encore sous la Ve République, c'est quand même sans précédent. Tous ces chefs historiques ont été défaits ou mis hors jeu par une primaire qui a été terriblement meurtrière, finalement, et chacun a été mis hors jeu avec une circonstance aggravante. Sarkozy mis hors jeu, alors qu'en fait c'est sa deuxième défaite consécutive, puisqu'il avait déjà été battu au suffrage universel en 2012. Juppé, parce qu'il a plus de 70 ans et que par conséquent une défaite à cet âge-là coûte double, si j'ose dire. Fillon, parce qu'il est tombé dans les circonstances que vous avez rappelées, et qui sont quand même très, très douloureuses. Et j'ajouterais même d'autres leaders comme Barouin, par exemple, qui avait accepté bravement de mener la majorité parlementaire, le camp parlementaire à ce qu'il espérait être une majorité et qui a fini par se retirer sur l'Aventin après l'échec au Parlement, qui a été très lourd, celui-là aussi, il faut le signaler. La droite n'a plus que 136 députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, elle en avait 229 aux législatives de 2012. Donc le pouvoir a été perdu, mais là il l'a été encore davantage, si j'ose dire. Alors ça, c'est l'état des lieux, bien entendu. L'état des esprits procède directement de l'état des lieux. C'est celui, me semble-t-il, à droite, d'un désarroi quand même très très complet. D'abord pour des raisons historiques, parce que la droite n'a plus de chef, elle n'a pas de chef historique, ils sont tombés, on vient de le dire, et elle va essayer de se donner un président avec le congrès du parti Les Républicains, mais dans la tradition bonapartiste qui était celle de la droite, le fait de ne pas avoir de chef est évidemment un élément très perturbateur. Ensuite pour des raisons idéologiques, parce que, au fond, énormément des électeurs traditionnels de la droite soutiennent les idées réformistes d'Emmanuel Macron et se situent ou se définissent par rapport à elle. Alors c'est le cas bien entendu des constructifs, mais c'est le cas de beaucoup d'autres, comme on le verra au moment par exemple du vote des ordonnances ou du vote des mesures qui vont suivre sur la formation professionnelle, sur la loi de finances. Nous allons voir probablement un certain désarroi parmi les électeurs de la droite, dont beaucoup, au-delà du cercle des 35 constructifs, seront peut-être tentés d'aider M. Macron, puisque comme l'a dit Jean-Louis, beaucoup des mesures qu'il préconise sont des mesures que préconise la droite ou qu'elle appelle de ses voeux depuis déjà très longtemps. Alors voilà, pour des raisons donc politiques, la droite en plus est complètement divisée. Chacun y va de la création de son mouvement. Ça relève un petit peu du procédé qui consisterait dans une foule à aller chercher un escabeau pour monter dessus et pour avoir la tête qui dépasse au-dessus des autres. Au fond, c'est ce que vient de faire M. Estrosi, c'est ce qu'a fait Valérie Pécresse avant lui. On est au-delà des courants, on crée des mouvements cette fois-ci. Il y avait des courants jadis, ils ont été abolis par Sarkozy quand il a créé le mouvement Les Républicains. Et voilà qu'ils refont surface et c'est au fond assez naturel puisque la carte est en reconstruction. Alors voilà, l'état des choses, c'est celui-là. C'est une fragmentation complète, une absence de leadership, un manque de base idéologique cohérente. Et au fond, Valérie Pécresse résume assez bien la situation dans la formule qu'elle a utilisée. Ni Macron ni Buisson, une troisième voie est à inventer. Laquelle ? Chaque fois qu'on entend qu'une troisième voie est inventée, c'est en général, un, qu'elle ne sera pas inventée, et deux, que les deux seules voies qui existent ne font pas l'affaire de la personne qui en appelle à une troisième. Éric Le Boucher. Oui. Comme l'analyse sur l'état des lieux est faite et bien faite, je vais me permettre un commentaire. La situation est quand même rêvée pour Emmanuel Macron. Elle est un rêve parce qu'à gauche, il a comme opposant principal Jean-Luc Mélenchon, qui est un magnifique diviseur de cette gauche. On le voit bien sur les manifestations contre la loi travail, où il organise un défilé politique propre à lui, disons. Et puis on le voit, je crois, à droite aussi, si Laurent Wauquiez, comme ça se dessine, devient le champion,
c'est, je crois, pour Emmanuel Macron, une sorte de rêve. Pourquoi du rêve ? Parce que je pense que Laurent Wauquiez, Jean-Louis a dit que c'était une voie très étroite, je crois que c'est une impasse. C'est la voie, en effet, buisson. C'est pas incompatible. Oui, la voie se resserre jusqu'à se fermer entièrement. Nous sommes donc d'accord. Mais par essence, si je puis dire, parce que la droite, en effet, double d'un côté la droite libérale, social-démocrate, de plus en plus attirée par Emmanuel Macron, ou plus qu'attirée, quand il lui coupe l'herbe sous le pied, et de l'autre, une droite de la droite, ou une droite plus à droite, ou une vraie droite à droite, enfin, celle telle que le définit Laurent Wauquiez. Alors, il espère que ce qu'il va perdre sur sa gauche, c'est-à-dire au centre, ou bien sur cette première droite dont on parlait, libérale, social-démocrate, ce qu'il perd là, il va regagner à droite sur les terrains de Mme Le Pen, parce qu'il faut bien en parler, et constater qu'en effet, elle a pris un sacré coup sur la carafe pendant l'élection et qu'elle a beaucoup de mal à remonter son parti, à lui redonner une unité et à rester en position de leader. On l'a vu au début de la semaine. Donc il espère que c'est le moment, en effet, de prendre une grande part des électeurs de l'extrême droite qui votaient auparavant Mme Le Pen. Mais la contradiction est là. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on puisse être à la fois rigoriste de la droite traditionnelle qui veut une réduction très forte de l'État, qui veut moins d'impôts, pour résumer clairement, et la droite populiste, et une droite populiste qui, elle, comme Mme Le Pen, veut des dépenses sociales et des fermetures de frontières. C'est radicalement opposé, c'est une contradiction. Donc je pense que c'est pour ça que je parle d'impasse, c'est-à-dire que cette voie Laurent Wauquiez ne peut pas conduire à une victoire quelconque. Je crois qu'elle tapera sur un plafond de verre exactement comme Mme Le Pen a tapé sur un plafond de verre parce que intrinsèquement son programme économique était contradictoire. Et donc tout ça est excellent pour le président de la République. Jean-Louis Bourlanges ? Je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'impasse dans laquelle se situerait Laurent Wauquiez. Je crois qu'il y a un problème de fond qui se pose sur l'analyse que l'on fait de la fragmentation du paysage politique français. Est-ce que nous avons, à travers la révolution macronienne, entre guillemets, est-ce que nous avons un phénomène de substitution d'un nouveau clivage qui est société ouverte, société libérale, société européenne, face aux deux extrêmes qui seraient autoritaires, anticapitalistes et nationalistes, souverainistes et vaguement xénophobes. Est-ce qu'on a une substitution de ce clivage à l'ancien clivage droite-gauche, donc une sorte de clivage biaxial à partir du centre, en réalité du centre macronien, vers les deux extrêmes? Ou est-ce que nous avons quand même maintien de la droite et de la gauche ? Personnellement, je pense que ce qui s'est passé doit être apprécié avec nuance. C'est-à-dire que ce qui s'est passé lors de l'épisode électoral du printemps dernier, c'est la priorité qui s'est affichée au profit de ce clivage société ouverte, société fermée, centre contre les extrêmes, sur le clivage droite-gauche. Mais ça ne veut pas dire que le clivage droite-gauche, pour le dire sommairement, liberté contre égalité, que le clivage droite-gauche ait disparu. Nous sommes toujours dans ce système quadripartite que nous avons connu du temps de Hollande, où il y avait deux droites et deux gauches. Simplement, on a changé de priorité et sous la menace de Mélenchon d'un côté et de Le Pen de l'autre, on a restitué une position centrale. Donc le pari de M. Wauquiez, c'est de réhabiter
cette affaire droite-gauche en se disant, si je domestique le Front National, donc si je le vire, si j'élimine Madame Le Pen, Monsieur Philippot, et si je digère Marion Maréchal Le Pen et ses amis, je reconstitue un bloc qui ne fait pas trop peur. C'est là où je suis un peu en désaccord avec Éric, et je ne fais pas trop peur à condition de ne pas menacer directement l'euro. Et là, je m'oppose à Macron qui lui-même sera mal placé. Or, à partir du moment où Emmanuel Macron ne veut pas avoir une société politique à l'allemande, c'est-à-dire avec une droite modérée et une gauche modérée distinctes, mais qui passent des accords ensemble, et où il veut avoir un parti attrape-tout, modèle UMP en réalité, il risque d'avoir une très grande difficulté à occuper ce créneau. Donc je crois que le problème est aussi posé pour Macron. Il faut organiser, structurer l'espace socio-libéral si on veut résister à M. Wauquiez. Marc-Olivier Padis. Je suis assez d'accord avec ce que dit Jean-Louis sur la question des clivages. C'est-à-dire, je suis assez surpris par les commentateurs qui disent maintenant il y a un nouveau clivage qui s'est imposé, ouvert-fermé, parce que ce clivage ouvert-fermé, on le voit au moins depuis le vote de Maastricht et le vote sur le référendum constitutionnel de 2005. On sentait bien que ça venait, mais il y a un rapport dialectique qui s'est instauré entre ce clivage-là et le clivage gauche-droite, les deux étant dans une superposition complexe. On avait vu que chaque camp était divisé, enfin, plus d'ailleurs la gauche que la droite pendant longtemps, par ce nouveau clivage qui est apparu à la faveur des discussions sur l'Europe, mais qui est en réalité un partage culturellement assez profond dans la société française, mais aussi dans les sociétés européennes. Mais je ne pense pas qu'il ait complètement remplacé l'ancien clivage, où on voit bien que les questions liées aux stratégies économiques, aux politiques sociales, à l'égalité, n'ont pas disparu et restent pertinentes. Et aux mœurs, oui. Éric Le Boucher. Oui, non, pour préciser et répondre à Jean-Louis, c'est bien possible que Laurent Wauquiez arrive à digérer le Front National tel qu'il le dit, mais la digestion ne va se faire qu'à moitié. Je pense que ce faisant, le Front National va redescendre des 20% obtenus grâce à ce populisme un peu chevènementiste de gauchiste, à son étiage d'avant, c'est-à-dire au père Le Pen, au maximum 10%, pour dire brutalement les choses. Donc Laurent Wauquiez n'y gagnerait que 10%, si vous voulez. Et je pense qu'il perd beaucoup plus sur le centre, sur sa droite. François Bujon de l'Étang. La dispersion de la droite, au fond, on la mesure au fait qu'il y a toutes sortes de fragments. Il y a d'une part ce que j'appellerais les compagnons de route de Macron, c'est-à-dire non seulement les constructifs, mais ceux qui vont voter pour un certain nombre de ces mesures et qui sont des compagnons de route, sans être forcément des membres de son groupement. Il y a au fond les héritiers de Sarkozy, dans lequel je situerais Laurent Wauquiez, puisque c'est vraiment la ligne buisson que Laurent Wauquiez est en train de ressusciter. Sécurité, identité. C'est davantage rassembleur à ses yeux que les sujets économiques et sociaux qui peuvent bénéficier à Macron ou diviser la majorité. Donc il choisit au fond une ligne qui a déjà perdu 2 fois, en 2012 et aux primaires de 2016 finalement. Les orphelins de Juppé, ça c'est une 3e catégorie, après les héritiers de Sarkozy, c'est Valérie Pécresse, c'est Xavier Bertrand si vous voulez, c'est cette ligne conservatrice et sociale qui a du mal à se définir et qui est un petit peu en réserve de la République en attendant que les échéances électorales forcent à préciser les choses. Et puis à côté de ça, il y a d'autres orphelins, je dirais des victimes alors expiatoires, qui étaient les électeurs un peu thatchériens de François Fillon, parce qu'il n'y a plus aucune tentation de surenchère libérale sur la droite. Et que ce qui a fait le cœur du programme de François Fillon est aujourd'hui passé littéralement aux oubliettes. Jean-Louis Bourlange. Oui, je crois le problème c'est qu'on pourrait étendre ça à la gauche, on pourrait faire exactement la même analyse. Donc la vraie question pour Macron, elle est, est-ce qu'il va inventer des structures qui permettent de retenir, parce que le pouvoir use, donc le pouvoir use, comme En Marche n'occupe pas une position idéologique extrêmement claire. En Marche, c'est la courroie de transmission du président Macron, de son programme, de son charme, de ses capacités de séduction, de son mouvement, de tout un ensemble de choses extrêmement positives, mais est-il de droite ? Est-il de gauche ? On n'en sait rien. Et quand vous êtes dans cette situation, soit vous prenez partout, soit vous perdez partout.
Et donc, symétriquement, on ne développe pas les sociaux-libéraux, on ne développe pas non plus à gauche Valls et des sociaux-démocrates, si bien qu'il peut se produire une espèce de vide de la représentation et à la faveur d'une usure de pouvoir, une sorte de repolarisation autour de la droite qui serait donc plutôt chez M. Wauquiez et autour de la gauche, mais là, Macron a une aide considérable parce qu'il y a François Hollande qui revient, qui reste, qui multiplie les interviews, et rien de meilleur pour Emmanuel Macron que la présence quotidienne de ce commandeur en pain d'épices. Moi, je me pose la question des militants, parce que, d'abord, qu'est-ce qui reste comme militant ? Deux anciens, les Républicains. Comment est-ce qu'un parti peut vivre durablement sans avoir cette capacité à la fois de mobiliser et en même temps d'innerver la société à travers l'action de ses militants ? Emmanuel Macron a eu ça au plus haut degré avec, disait-il, et pourquoi le mettre en doute, 150 000 adhérents à son mouvement En Marche. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent, ces gens-là ? Qu'est-ce qu'on leur demande aujourd'hui, à part de faire comme les chiens sur les arrières des voitures, comme ça, d'avoir la tête qui va de bas en haut et de haut en bas pour approuver le président ? Et du coup, le seul qui est un parti avec des militants, c'est Mélenchon et la France insoumise, et tout le bruit qu'il est capable de faire. Mais je pense que progressivement, à travers un certain nombre de manifestations, l'idée qu'un parti pouvait vivre sans militants et qu'il suffisait d'aller sur les plateaux de télévision a fini par s'imposer dans beaucoup d'esprits politiques et que c'est une catastrophe. L'Angleterre a montré, si je puis me permettre, l'exemple anglais actuellement montre le contraire. Exactement. On a considéré que Corbyn était absolument impossible, parce que gouvernementalement c'est évident. En même temps, il a doublé en quelques mois le nombre de militants du Parti travailliste, et maintenant, à la faveur de la situation très contradictoire dans laquelle se trouve le Premier ministre, on ne peut plus exclure qu'il arrive au pouvoir, ce qui est quand même une chose assez étonnante. Exactement, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied et tiré l'exemple de la bouche, mais vous l'avez fait bien mieux que je ne l'aurais fait moi-même. Et je voulais juste... Bien civil, ça m'inquiète un peu. Rassurez-vous, la suite arrive. Et je voudrais bien qu'en effet, on médita en France sur l'exemple de Jérémy Corbyn. Mais nous allons nous intéresser aux ouragans, dont la puissante série a causé ces dernières semaines de considérables dégâts dans la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique. La saison des ouragans, qui court de juin à novembre, revêt cette année une intensité toute particulière et plus d'une dizaine de tempêtes tropicales ont déjà touché la région. L'ouragan Harvey a frappé le sud des États-Unis fin août, ravageant notamment Houston, plongé sous les eaux pendant plusieurs jours. Le bilan humain est d'environ 40 victimes. Le bilan matériel pourrait dépasser le précédent historique des 100 milliards de dollars de dommages causés en 2005 par l'ouragan Katrina autour de la Nouvelle-Orléans et en Louisiane. Les capacités de production et de stockage de pétrole des États-Unis ont été touchées avec l'inondation de nombreuses raffineries. Le Congrès a adopté une aide financière d'urgence d'un montant de 15 milliards de dollars, dépense qui met sous tension la trajectoire budgétaire du gouvernement fédéral qui pourrait se trouver en face du risque d'un shutdown. Quelques jours plus tard, les 5 et 6 septembre, l'ouragan Irma a dévasté les îles des Petites Antilles avant de se déplacer vers Cuba et les côtes de Floride. Les îles françaises de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ont été ravagées. Classées en catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, l'ouragan a fait 10 morts dans les 2 collectivités d'outre-mer, alors qu'un dernier bilan faisait état de 25 victimes dans l'ensemble de la zone. Les dégâts matériels sont également considérables. Le président de la République a annoncé la mise en place d'un plan national de reconstruction assorti d'un fonds d'urgence pour venir en aide aux populations. Ces événements ont donné lieu à des débats quant au rôle de l'homme dans la multiplication des catastrophes naturelles. Après avoir officiellement notifié aux Nations Unies le 4 août sa volonté de se retirer de l'accord de Paris, Donald Trump a préféré ne rien dire sur les causes de la tempête Harvey. Quelques semaines plus tard, depuis Saint-Martin, Emmanuel Macron semblait s'adresser à son homologue américain en déclarant, je cite, « Ceux qui considèrent que le climat est un problème qui se discute dans les salons à Paris, New York ou Bruxelles n'ont qu'à venir ici. » Les experts climatiques hésitent pourtant à se prononcer. Si ces phénomènes se nourrissent de l'évaporation de l'eau des océans au cours des mois d'été, et si le réchauffement et la hausse du niveau de la mer peuvent sembler des facteurs aggravants, aucune corrélation claire ne se dégage des statistiques. Tout au plus, certains suggèrent-ils que le dérèglement climatique renforce l'intensité et la puissance des tempêtes tropicales, mais non leur fréquence. Sur cette question, Marc-Olivier Padis.
Alors, je ne rentrerai pas dans le débat purement scientifique sur les liens de cause à effet entre réchauffement général et intensité de la force des ouragans. Ce que je trouve intéressant dans ce sujet, c'est qu'on voit bien apparaître le lien entre des phénomènes extrêmes comme ceux-là qui ont un impact environnemental et sur les infrastructures, et le lien profond avec la situation institutionnelle, sociale et économique des régions qui sont touchées. Je veux dire par là que l'ouragan fonctionne comme une sorte de révélateur des fragilités de l'organisation sociale d'une manière générale. Et ce qu'on voit dans les débats sur la situation à Saint-Martin, surtout et en partie à Saint-Barthélemy, pour me contenter, disons, de l'espace français, c'est quelle est la gouvernance, quel est le modèle économique, quelle est la solidarité, quelles sont les faiblesses de ces territoires. Or, on voit que ces faiblesses sont extrêmement importantes. Et donc, plus les territoires sont faibles, plus l'impact d'un phénomène climatique extrême est violent. Donc, par exemple, pour Saint-Martin, quelles sont ses faiblesses ? D'abord, l'augmentation rapide dans la période récente de la population. Une pression migratoire d'immigrants qui arrivent d'Haïti et de la Dominique, et un développement urbain qui n'est pas bien maîtrisé. Deuxièmement, du point de vue économique, la faiblesse des ressources locales, il y a la pêche, le tourisme surtout, et le fait qu'en absence de modèle économique solide, ces îles ont développé une stratégie de paradis fiscaux, donc puisque la population sur place ne paye pas de TVA, pas d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur la fortune, pas de droit de succession. Et donc aujourd'hui, quand on en appelle à la solidarité de la métropole, elle est certainement importante, mais il faut quand même la mettre en perspective par rapport à tous ces systèmes dérogatoires qui posent des questions profondes sur le modèle économique qui est développé sur place. Et puis le dernier point, c'est la gouvernance, c'est-à-dire c'est un lien quand même assez ambigu avec la métropole, puisque avant, ces deux îles étaient des communes de la Guadeloupe, elles ont décidé de devenir des collectivités d'outre-mer avec une gouvernance autonome. Et donc, quand on parle à nouveau de l'action de l'État, on parle de l'action de l'État dans des territoires qui ont demandé une forme d'auto-gouvernement. Donc, plus largement, dans toute cette région, cet espace Caraïbe, il y a un problème de modèle économique et social, puisque, dans le fond, toutes les îles sont dans une stratégie de concurrence fiscale, d'attractivité fiscale et d'attractivité touristique, avec le développement des jeux, des bars à hôtesses, et tout ça n'est pas extrêmement glorieux. On dit que sur la partie néerlandaise de Saint-Martin, ça marche beaucoup mieux, mais enfin, avec, disons, un modèle économique qui est quand même pas très enviable, de simplement développer des salles de jeu et de la prostitution pour les touristes américains qui arrivent en bateau. Donc, tout ça a quand même un impact sur les deux débats qui sont ouverts. Premièrement, la commission d'enquête, ça semble un peu... le gouvernement a dit tout de suite qu'ils étaient assez favorables parce qu'on ne voit pas bien comment ça pourrait déboucher sur quelque chose de très intéressant, cette commission d'enquête, dans la mesure où l'ouragan était d'une puissance quand même peu commune. Et puis, il y a toutes sortes de problèmes. Sur 35 000 habitants, 7 000 avaient refusé de se mettre à l'abri, par exemple. Donc, on peut mettre en cause après l'impréparation de l'État, mais enfin, il y a quand même des réalités sur place. Et puis après, la reconstruction. Faut-il reconstruire ? Les deux îles avaient déjà été dévastées en 1995, c'était pas il y a si longtemps, par un ouragan appelé Louis. Et donc certains commencent à se demander, mais est-ce qu'il faut même simplement reconstruire sur ces îles ? Est-ce qu'il ne faut pas simplement partir, puisqu'on sait que ces événements vont se reproduire ? En tout cas, même peut-être cette solution apparaît un peu extrême et aujourd'hui difficile à énoncer pour des populations qui ont été fortement éprouvées, mais tout de même que le code de l'urbanisme soit un peu mieux respecté, puisque la tentation, c'est de construire justement en bord de mer, le plus près possible de la plage, etc., c'est-à-dire là où l'impact des phénomènes d'ouragan est le plus fort. Or, quand on entend les gens de Saint-Martin de dire il faut de nouveau des exemptions fiscales et développer le tourisme, ça laisse un peu sceptique sur le sérieux de la reconstruction qui va avoir lieu. Éric Le Boucher ?
Oui, et sur conséquence sur aussi la qualité des hommes politiques sur place et le problème énorme de la corruption, parce que si on y donne 100 €, il y en aura peut-être 50 qui vont partir dans la poche de certains. Il faudrait peut-être veiller à ce que ça n'arrive pas. 50%, c'est pas un mauvais taux quand même Oui. d'atterrissage. Je suis très Louis Bourlange optimiste. nous fait des révélations sur ces tarifs. Je voudrais parler des pillages auxquels on a assisté. Non pas des pillages de gens qui sont partis dans les magasins prendre des téléviseurs ou des petits ordinateurs, ça c'est rien, mais des gens qui se sont battus pour aller chercher de la nourriture chez les autres. Et donc ça fait vraiment peur. C'est-à-dire qu'on a eu un peu une sorte de début de guerre civile, au moins pour la bouffe. Et je crois qu'il faut réfléchir à faire le lien entre, ce n'est pas fait je pense, entre les changements climatiques considérables et les conflits humains. Et alors, en Inde, par exemple, cet été, il a fait une sécheresse épouvantable avec des manifestations, la police qui a ouvert le feu, des morts, etc. Bon. L'université de Berkeley a calculé, il y a des gens qui ont du temps, que 1 degré de hausse de température conduisait à 70 suicides de paysans en Inde par jour de plus, en moyenne. C'est ce qui a donné. D'autres études montrent comme ça que plus la température monte, plus l'agressivité des gens devient considérable. Alors quand on sait qu'à la fin du siècle, à New Delhi par exemple, il y aura 200 jours dans la ville au-dessus de 35 degrés, que des régions entières vont devenir évidemment inhabitables, qu'est-ce qui va se passer en matière de ranimation, suscitation de nouvelles violences entre les hommes ? On a vu en 2008 déjà ce que ça a donné quand il y a eu les premières crises alimentaires au Maghreb. Ça a fomenté des révolutions, entre guillemets. Ça a donné ce que ça a donné, mais on a vu. Le Climate Security Center, qui est un think tank qui travaille beaucoup, qui est suivi de près par le Pentagone, qui essaie de réfléchir un peu à long terme, a énuméré 12 centres, épicentres, comme ils disent, de futurs conflits, le combat pour l'eau, le combat pour l'énergie, le combat pour les terres. Et donc, il en appelle à ce qu'on ait une réflexion très globale sur les ressources, sur les préventions, sur les migrations qui risquent d'arriver, avec cet ensemble, non pas seulement des ouragans, mais l'ensemble des conséquences du changement climatique. Je crois que les pillages, là, c'est vraiment un tout début des conflits entre les hommes que tout ça que le réchauffement va créer. François Bujon de l'Étang. Oui, c'est un peu difficile de voir clair dans tout ça. Vous me direz que ma remarque est tout à fait idiote, puisque dans un ouragan, par définition, il est difficile de voir clair. Mais après l'ouragan, on n'y voit pas beaucoup plus clair. C'est ça que je trouve plus grave, finalement. Il y a plusieurs angles d'attaque. Il y a l'angle climatique. Alors, sur l'angle climatique, tout le monde est en désaccord avec tout le monde. C'est comme généralement, d'ailleurs, ce qui se passe sur l'affaire du réchauffement. Mais les climatologues sont des gens qu'il n'est pas très facile de mettre d'accord. Ils sont peut-être encore plus divers dans leurs opinions que les économistes dans un genre comparable. Il semble bien quand même qu'une majorité d'entre eux considèrent qu'il n'y a pas véritablement multiplication de catastrophes de ce type, mais qu'il y a aggravation dans la mesure où le réchauffement, semble-t-il, de l'eau à la surface des mers accroît l'intensité de ce type de phénomène. Alors, c'est très important parce que ça arrive en même temps qu'une controverse ranimée par M. Trump et par les climato-sceptiques qui l'entourent, notamment Scott Pruitt, qui est le chef de l'Environmental Protection Agency, qui nie le réchauffement climatique, et tout ceci ravive une polémique qui a un impact politique considérable aux États-Unis d'abord, mais dans le monde ensuite, puisqu'il s'agit aussi de l'application de l'accord de Paris. Et comme M. Macron a annoncé la réunion prochaine à Paris d'une conférence qui doit faire le point de l'application de l'accord de la COP21, ce qui vient de se passer dans les Caraïbes, mais aussi à Houston, en Floride, en Géorgie, va évidemment activer la polémique.
Alors la polémique, elle existe aussi d'un point de vue politique sur la réaction des autorités. Ça, excusez-moi, je vais avoir une réaction de fonctionnaire, elle est classique, d'ancien fonctionnaire que je suis. Chaque fois qu'il arrive quelque chose, c'est toujours... Un jour, fonctionnaire toujours. Oui, je vais vous le démontrer, mon cher Jean-Louis, mais je pense que vous en êtes un autre. Absolument. C'est toujours de la faute du gouvernement quand il se passe quelque chose. Rappelez-vous la canicule il y a quelques années, tout le monde était prêt à dire que la canicule c'était de la faute du gouvernement qui n'avait pas su prendre les mesures nécessaires. Là c'est pareil. Alors on oublie plusieurs choses. On oublie de dire que Saint-Martin et Saint-Barthélemy, où l'impact a été maximum et où la dévastation est épouvantable, sont des îles et qu'il est plus difficile évidemment de prendre des mesures dans des îles qu'il ne l'est par exemple pour le gouverneur de Floride de faire évacuer la côte par des millions de gens. Dans une île, et par surcroît des îles minuscules, c'est très difficile. Et dans des îles dont l'économie est quasiment mafieuse, comme vous l'avez rappelé les uns et les autres, et où il y a un nombre d'armes, de points tout à fait disponibles, c'est encore plus difficile. Alors, voilà. J'ajouterais à ce que vous venez de dire, François, qu'il y a une paresse journalistique qui se manifeste beaucoup dans les médias électroniques, qui fait que justement, c'est facile de s'en prendre au gouvernement. Mais bien sûr. C'est plus facile de s'en prendre au gouvernement que de s'en prendre à ceux qui, localement, ont tiré profit de toutes les exemptions et transgressions de la loi, des lois urbaines, etc. etc. Et c'est aussi très facile d'organiser un contraste entre les gens qui, en effet, sont à bout parce que, quelle que soit leur propre responsabilité, la situation dans laquelle ils se trouvent est épouvantable, et de l'autre côté, de mettre en face de ça des responsables gouvernementaux qui, bien entendu, eux, sont tranquilles parce qu'ils rentreront chez eux après avoir fait trois petits tours sur l'île. Il y a là une tentation démagogique et une paresse dont on aimerait espérer qu'elle n'est que passagère. Jean-Louis Bourlange. Oui, sur l'exploitation politique, c'est assez comique même, parce que on a assisté à des événements quand même considérables. Premièrement, c'est absolument inadmissible que M. Macron soit en Grèce, soit à Athènes, à faire un discours, etc., alors même que honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle, honte à qui peut parler à Athènes pendant que les îles des Caraïbes se noient, et 2 jours plus tard, dénonciation de l'exploitation médiatique incroyable du président qui va justement sur place. Alors le pauvre Emmanuel Macron ne sait vraiment plus ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il faut y aller, pas y aller ? De toute manière, il a toujours tort. Deuxièmement, la deuxième remarque qui est intéressante, je crois, c'est la comparaison avec l'administration des Pays-Bas. Alors, les Pays-Bas, ils avaient été très mauvais dans un précédent épisode. On avait été meilleur qu'eux. Le match aller, si je puis dire, avait été plutôt en faveur de la France. Là, ils se sont dit, on va être un peu meilleurs. Ils ont sans doute été un peu meilleurs que nous. Bon, l'État français, nous sommes fonctionnaires, nous savons que l'État français n'est pas toujours très dégourdi, très rapide. C'est une situation très particulière et ce qui est neuf est toujours déconcertant. Cela dit, quand on regarde ce qu'ont fait les Néerlandais, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont amené le souverain, nous avons amené le président, ils ont amené des troupes pour maintenir l'ordre, nous avons fait la même chose, et ils ont amené de la flotte pour abreuver les gens, nous avons fait la même chose. Donc il faut quand même bien voir que tout le monde est démuni. Et simplement, la grande différence, c'est le comportement des populations. Les Néerlandais sont des gens qui considèrent que il se passe des choses et qu'on ne doit pas automatiquement en imputer la responsabilité aux politiques. Les Français sont un peu comme les fameux soldats de Zahal qui lisent dans un journal que le Honduras a battu le Guatemala au football 2-0, et le premier soldat israélien demande au second « Est-ce que c'est bon pour nous ?» Et là, on a l'impression que les hommes politiques sont comme ça. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, est-ce que c'est bon pour nous ? Est-ce qu'on peut taper sur le pouvoir ? Est-ce qu'on peut exploiter ? C'est effectivement assez dérisoire. Alors, sur le fond des choses, je crois que quand même... le débat intellectuel, je crois que c'est quand même très très difficile maintenant de nier le phénomène du réchauffement. L'attribution, est-ce que c'est entièrement la main de l'homme qui met le pied, comme diraient les deux Dupont, ou est-ce que ce sont des phénomènes comme on les a vus, etc.
manifestement, je crois que l'attitude humaine est très importante, mais on ne peut pas nier que, alors est-ce que c'est plus nombreuse ou plus intense? Ça ne change pas grand-chose. Que nous sommes en face de modifications climatiques absolument massives, que nous avons ces phénomènes extrêmes dans un certain nombre de lieux, que nous avons des phénomènes de torrents, de pluies torrentielles dans le sud de la France qui sont également de plus en plus fortes et de plus en plus nombreuses, que nous avons une déstabilisation générale de la calotte glaciaire au pôle, etc., qui est quand même une vraie préoccupation. Et donc nous sommes là, j'ai quand même l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans l'esprit de nos concitoyens. Nous avons, pendant de longues décennies, on a considéré que c'était un débat intéressant, mais qui porterait ses conséquences dans une dizaine d'années. Et là, nous voyons que nous sommes confrontés à des enjeux très précis. Je discutais avec un assureur qui me disait, un réassureur, qui me disait... Qu'est-ce qu'on fait en face de ça? Est-ce que, nous allons payer? Est-ce que nous allons reconstruire? Est-ce qu'on peut reconstruire à l'identique? À l'évidence, non. D'abord parce que pour les raisons qu'a rappelé Marc-Olivier, c'est quelque chose de complètement misérable. C'est un urbanisme tout à fait dérisoire. Qu'est-ce qu'on fait? Comment va-t-on agir en face de ces îles, dans ces îles où il va se reproduire des choses? Donc je pense que de ce point de vue-là, indépendamment de toute cette exigence vindicative d'un certain nombre de forces politiques, le gouvernement et la majorité ont raison de dire qu'il faudrait une commission d'enquête, non pas pour simplement stigmatiser telle ou telle autorité administrative qui n'aurait pas tout à fait agi avec la rapidité requise, mais pour se poser deux questions. Comment doit-on modifier l'organisation des secours face à des défis qui sont d'un type nouveau? Et surtout, quelles sont les conséquences qu'on doit tirer sur notre modèle social, urbain, touristique? Et là, on doit quand même maintenant regarder en face une situation. Oui, le réchauffement climatique est là. Non. Quels que soient nos efforts, nous n'arriverons pas à le contrôler. Il faut quand même regarder la réalité. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où il se produit? Et là, c'est un défi qui est très difficile à relever et que nous n'avons pas jusqu'à présent assumé parce que nous avons fait semblant de croire que c'était réversible. Je vous remercie. Nous allons maintenant entrer dans notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je vais ouvrir, non sans vous avoir rappelé que vous pouvez soutenir financièrement ce nouvel esprit public en podcast en vous rendant sur le site ulule, ulule.com et ensuite ulule.com/nouvel esprit public sans séparation. Et là, vous serez guidé et vous aurez toutes les possibilités de nous soutenir. Je voudrais juste faire une brève, très brève. Il y a 10 ans disparaissait le cardinal Lustiger. Le Dictionnaire du Vatican, qu'ont publié récemment les éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins, mentionne une quantité de cardinaux considérable, des très anciens et des très récents, sauf le cardinal Lustiger. Et je crois que ça donne la mesure de l'importance et du dérangement que ce personnage extrêmement énergique, quelquefois sans doute d'une énergie qui pouvait un peu heurter les autres, mais ce converti, qui avait aussi la vigueur et l'impatience des convertis, a pu apporter à l'Église de France. Et comme il y a beaucoup de manifestations autour du souvenir du cardinal Lustiger, je voulais simplement signaler qu'à mon avis, surtout compte tenu de l'étonnant silence de l'Église de France sur un certain nombre de questions, notamment celle des migrants, pourrait intéresser nos auditeurs. François Bujon de Lédan. Nous sommes dans l'année qui commémore la Révolution russe. Nous ne sommes pas encore en octobre, où Dieu sait ce que nous allons entendre, mais nous sommes après février, dont on a moins parlé, puisque la Révolution de février a été éclipsée par le putsch bolchevique du mois d'octobre. Et la Revue des Deux Mondes, pendant ce temps-là, continue d'exploiter les trésors de ses archives depuis 1829, date de sa création, en publiant dans la collection Agora, chez Pocket, un certain nombre d'écrits publiés jadis par la revue. Et l'un d'entre eux vient d'être rassemblé en volume, La Révolution russe vue par une Française. Ce sont les chroniques écrits après la Révolution de février et jusqu'à l'été 1917 par une journaliste française qui s'appelait Marie Limarkovitch, qui était l'envoyée spéciale
spécial du Petit Journal et de la Revue des Deux Mondes à Petrograd, comme on l'appelait à l'époque, et qui a chroniqué les événements au jour le jour qui se sont passés entre février et septembre, date de son retour en France. C'est tout à fait fascinant, c'est une très très bonne lecture qui donne une image extraordinairement vivante de ce qui s'est passé pendant cette période troublée qui aurait pu se terminer peut-être différemment. Envoyé spécial du Petit Journal et de la Revue des Deux Mondes, c'est un peu comme si aujourd'hui il y avait un ou une envoyé spéciale de 20 minutes et de la revue Commentaire. Oui. Cet heureux temps n'est plus. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi, vous savez, on dit toujours qu'il ne faut jamais revenir au lieu où on a pêché. C'est pourtant ce que j'ai fait cette semaine, parce que j'ai participé Au lieu au pluriel, en ce qui vous concerne. Vous n'avez pas pêché que dans un seul lieu. Non, bien sûr, je suis multipêcheur. Et je suis avec une délégation de collègues du Parlement. Nous sommes allés au Parlement européen. Et j'ai retrouvé cette maison dans laquelle j'ai vécu pendant 20 ans. Et j'ai écouté le discours de Jean-Claude Juncker. Et je voudrais simplement communiquer l'émotion que j'ai eue. Je compare un peu les deux assemblées, je ne dirai pas de mal de l'Assemblée nationale, mais j'ai quand même le sentiment, en écoutant Juncker, qui est un homme assez affaibli physiquement, qui avait une sciatique, qui avait du mal, mais qui a tenu un discours à la fois équilibré, notamment prenant largement en compte les positions françaises, très prospectif et très résolu, et en voyant la ferveur qui animait encore cette assemblée, j'ai trouvé que là, on sentait quand même que l'avenir de notre pays, il dépendait très largement de la capacité que nous aurions à fabriquer une véritable Union européenne. Je crois que les Français sont très mécontents, et souvent à juste titre, de la façon dont l'Union européenne est faite, mais je crois qu'il suffisait d'assister à cette séance pour comprendre que, de toute manière, notre avenir supposait que l'Union européenne soit construite et qu'il y avait là un grand horizon qui demeurait notre horizon principal. Éric Le Boucher. Un livre d'actualité avant les élections allemande, un portrait d'Angela Merkel par une journaliste, Marion van Rettergem, qui s'appelle « Un ovni politique ». Madame Merkel, pas Marion. Et alors, elle a cherché dans une enquête extraordinaire, parce qu'elle a vu vraiment des dizaines et des dizaines de gens, sauf elle, qu'elle n'a vu que 5 minutes, la chancelière. Elle répond à cette énigme qu'est cette femme qui domine la scène politique européenne depuis plus de 10 ans. Fille de protestante à l'Est, ambiguë sur le communisme au départ, ambiguë sur ses relations avec les partis, parce que c'est elle qui a fait tomber Kohl quand même, son mentor, pour des raisons de morale, fille de protestant. Et au fond, la clé, donne Marion van Rettergem, c'est de dire que c'est une scientifique. C'est une chimiste, et au fond, elle raisonne par logique. Et si elle est devenue très européenne, c'est que l'Europe, c'est la logique. Voilà, c'est tout un portrait très fouillé, très intéressant sur, en effet, un ovni politique. Marc-Olivier Padis. Je partage une de mes lectures d'été, c'est le livre de Patrick Boucheron qui s'appelle « Un été avec Machiavel », qui était une série de chroniques radiophoniques au départ. Et Patrick Boucheron est donc un historien spécialiste de l'Europe médiévale et titulaire d'une chaire au Collège de France. Et là, on retrouve la vocation initiale du Collège de France qui est, par rapport au reste de l'université, c'est une institution un peu à part qui doit diffuser le savoir à tout le monde. Et c'est ce qu'il fait avec beaucoup de talent dans ce livre sur Machiavel qui est fort bien écrit et bourré d'informations. Je crois qu'Éric Le Boucher a un remords, enfin plus exactement un une deuxième, bref, si c'est possible sur Internet, on a le temps. Ah non, ne croyez pas ça, c'est exactement la même durée, je suis aussi impitoyable. À propos de la mort de David Tang, qui était un chroniqueur britannique, en vérité chinois, né à Hong Kong, d'une famille très riche, déshérité, puis réhérité, et puis qui a vécu parmi les stars, qui a fait fortune au jeu, qu'il a perdu plusieurs fois sa fortune, et qui vivait vraiment avec les stars, et que le Financial Times lui avait demandé une chronique sur l'urbanisme, la décoration, et il était toujours en retard. Et alors, il donnait des réponses, des excuses pour son retard que le Financial Times a raconté drôlement. Il disait « Je suis désolé, je suis en tournée avec les Stones. » Ou bien « Je suis désolé, Kate Moss m'emmène au tatouage. » Ou encore la meilleure « La reine trouve que vous me faites trop travailler. »
Je pense que vous venez là de donner à Jean-Louis Bourlange une série d'idées pour expliquer ces différents retards. C'était Le Nouvel Esprit Public, une émission de Philippe Meyer, réalisée par Marine Rowe, produite par Julien Neuville pour Nouvelles Écoutes, qui produit et qui distribue Le Nouvel Esprit Public. N'oubliez ni de vous abonner, ni de vous rendre sur le site ulule.com pour nous soutenir financièrement. Et en tout cas, à la semaine prochaine.